Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du second métal le plus produit au monde, qui est à la tête de ce qu'on appelle les alliages légers, qui a révolutionné l'industrie aéronautique et que vous connaissez très bien, l'aluminium. Le papier aluminium pour nos sandwichs, les canettes de soda, certaines boîtes de conserve, les couverts ou barquettes jetables, les coques de smartphones haut de gamme, les bombes aérosols de déodorant, les cadres de fenêtres ou encore certaines jantes ne sont que quelques exemples d'utilisation de ce métal qu'on retrouve tout autour de nous aujourd'hui. Mais si ce matériau est désormais ancré dans notre quotidien comme le sont les plastiques, il n'en a pas toujours été ainsi. Contrairement aux alliages ferreux que l'homme maîtrise et améliore depuis l'âge du fer, l'aluminium est un matériau à peine plus vieux que les plastiques. Tout commence en 1807 lorsque le savant britannique Sir Humphry Davy étudie la pierre d'Alain. Il arrive à en extraire le sodium et le potassium par électrolyse, mais suppose la présence d'un autre élément qu'il n'est pas en mesure d'isoler. Il le nomme aluminium, issu d'alumène, le nom latin de cette pierre. C'est en 1825 qu'il a été synthétisé pour la première fois, soit, pour resituer, quelques années avant la Parkesine. En traitant du chlorure d'aluminium avec un amalgame de potassium, le chimiste danois Hans Ørsted obtient des nodules d'aluminium impurs. 2 ans plus tard, le chimiste allemand Friedrich Wöhler obtient la permission d'Ørsted pour continuer ses travaux d'extraction de ce métal et sera le premier à en étudier les propriétés. Il mesura notamment sa densité en 1845, dont la valeur, équivalente à celle du verre, ne manquera pas de le surprendre lui et ses contemporains. Si Wöhler travaille à produire de l'aluminium pur à partir des travaux d'Ørsted, c'est le français Henri Sainte-Claire Deville qui produit les tout premiers lingots d'aluminium pur en 1854 grâce à un procédé de sa propre invention où le potassium est remplacé par du sodium. Ces lingots seront présentés la même année à l'Académie des sciences et l'année suivante à l'Exposition universelle de Paris, ce qui marquera officiellement le début de son histoire avec le lancement d'une ligne de production expérimentale à Javel. 5 ans plus tard, en 1860, la production industrielle est lancée à Salindre avec le soutien financier de l'empereur Napoléon III, qui s'y intéresse tout particulièrement pour des raisons militaires. La production industrielle permet d'initier une réduction du prix de l'aluminium, car les procédés de fabrication, peu efficaces, rendent ce métal extrêmement coûteux malgré l'abondance de la matière première. L'aluminium est à cette époque plus cher que l'or. On l'utilise pour les monnaies, les médailles, l'orfèvrerie, la bijouterie et les produits de luxe comme des malles faites par Louis Vuitton en personne. À cette époque, l'aluminium est ce qu'il se fait de plus luxueux en France, voire dans le monde. Les invités de marque de l'empereur Napoléon III avaient l'immense privilège de dîner dans de la vaisselle en aluminium, les autres convives devant se contenter de vaisselle en vermeil, qui est de l'argent recouvert d'or. Proposer ça lors des repas du G8 aujourd'hui n'aurait pas vraiment le même effet. Mais le progrès technologique, notamment en électricité, change la donne. En 1886, le français Paul Héroult et l'américain Charles Hall développent indépendamment et simultanément le procédé d'électrolyse de l'alumine dissoute dans de la cryolite, qu'on appelle le procédé Hall-Héroult. Cette révolution, combinée au procédé de traitement de la bauxite développé par Bayer 2 ans plus tard en Russie, permet de grandement réduire les coûts de fabrication, si bien que 130 ans plus tard, le principe reste inchangé, même si le procédé a subi quelques optimisations. L'aluminium est aujourd'hui le premier métal non ferreux produit au monde. Il a surpassé l'étain dans les années 20, le plomb dans les années 40 et le zinc et le cuivre dans les années 50. On l'utilise abondamment pour le transport, le bâtiment, l'emballage, pour les constructions mécaniques et dans bien d'autres domaines comme l'électronique ou le mobilier. Être peu coûteux ne suffit pas à expliquer l'engouement qu'a connu ce métal. Si on l'utilise autant, c'est avant tout pour ses propriétés uniques. Dans son œuvre « De la Terre à la Lune », Jules Verne offrait, à travers les mots de Barbicane, une excellente description des propriétés de l'aluminium, décrit comme un métal qui a la blancheur de l'argent, l'inaltérabilité de l'or, la ténacité du fer, la fusibilité du cuivre et la légèreté du verre. Car si l'aluminium est connu pour une chose, c'est avant tout sa légèreté. Avec une masse volumique de 2,7 g par cm3, il est 3 fois moins dense que les métaux ferreux. Très ductile, c'est un excellent conducteur d'électricité et de chaleur qui fond à plus basse température que les fonds de fer, ce qui permet de le mouler et de le recycler plus facilement et à moindre coût. Et il est inoxydable. Étant très instable chimiquement, il forme spontanément, au contact de l'air, une couche d'oxyde, l'alumine,
qui est, elle, extrêmement stable et protège le métal, même en milieu marin. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que non, l'aluminium métallique n'est pas toxique, en tout cas pas outre mesure. Ces sels, comme les chlorohydrates ou les phosphates d'aluminium, certainement, enfin de toute façon ça dépend de la dose ingérée, comme pour tous les sels métalliques. Mais si vous léchez de l'aluminium, vous n'aurez pas de cancer, comme si vous léchiez du fer, c'est pas du mercure ou du plomb. En revanche, il a un gros point faible, ses propriétés mécaniques sont assez médiocres. Bien entendu, comme pour tous les métaux, elles sont améliorées par l'ajout d'éléments d'alliage. Le développement des alliages d'aluminium se fera fin 19e, début 20e siècle, et sera accentué par les deux guerres mondiales, mais surtout par la guerre froide, notamment grâce à l'emploi croissant des avions, pour lesquels la légèreté est un paramètre crucial. On distingue deux grandes catégories d'alliages d'aluminium en fonction du procédé de mise en œuvre utilisé. On a les alliages d'aluminium de corrouillage, qui vont être déformés plastiquement pour fabriquer des pièces, et les alliages d'aluminium de fonderie, qui sont fondus et coulés pour fabriquer des pièces. Pour la suite, on va voir les dénominations de ces deux types d'alliages, et on va en citer quelques-uns notables, utilisés dans l'industrie, histoire de montrer la multiplicité d'applications des aluminiums. Les alliages de corrouillage sont désignés par le terme ENAW, suivi soit par la composition de l'alliage écrite de façon similaire aux aciers fortement alliés, soit par 4 chiffres. Le premier donne la série de l'alliage, c'est-à-dire l'élément d'addition principal. Ces séries, il en existe 8, listées ici. Le second indique une variante par rapport à l'alliage d'origine, identifié par un 0. Par exemple, le 3005 et le 3105 sont similaires. Ils ne se différencient essentiellement que sur le taux de manganèse, les autres valeurs étant proches. Mais pour le 3004, on constate que le taux de silicium et de magnésium sont très différents et que le chrome et le titane sont absents. Les deux derniers chiffres sont simplement un identifiant de l'alliage, sauf pour la série 1000. Dans ce cas-là, ces deux chiffres correspondent au décimal de la pureté assurée de l'aluminium. A noter qu'un A ou un B peut suivre les 4 chiffres. Il sert à indiquer une variation de composition par rapport à d'autres pays producteurs d'un alliage équivalent. Il est fréquent de ne donner que les 4 chiffres pour nommer l'alliage, question de praticité. Ces alliages de corrouillage se regroupent en deux familles. D'un côté, les alliages à durcissement par écrouissage, et de l'autre, les alliages à durcissement structural, aussi appelés alliages trempants ou alliages à traitement thermique. Les premiers sont renforcés d'une part par l'écrouissage, qui est le phénomène qu'on constate lorsqu'on plie un fil de fer, il devient cassant et impossible à déplier, et d'autre part par la présence des éléments d'addition en solution solide. Les séries correspondantes sont la 1000, la 3000, la 4000 et la 5000. Les compositions des seconds vont permettre, avec un cycle de cuisson adapté, la formation de précipités bien plus efficaces pour renforcer un alliage que l'écrouissage et les solutions solides. Les séries correspondantes sont la 2000, la 6000 et la 7000. La série 8000 offre des compositions très hétérogènes, donc on peut en retrouver des deux types. Maintenant, voyons quelques-uns de ces alliages pour parler de leurs propriétés principales et de leurs applications typiques. Commençons par le commencement avec la série 1000, contenant au moins 99% d'aluminium. Ils ont une tenue chimique remarquable, les meilleures conductivités thermiques et électriques parmi tous les aluminiums, une excellente ductilité, mais en contrepartie, ils ont les pires propriétés mécaniques. En bref, on retrouve sans surprise les propriétés de l'aluminium pur. Pour l'anecdote, vous verrez souvent la conductivité électrique des métaux, dédiés à ce domaine d'application, exprimée en pourcentage d'IACS. L'IACS, pour International Annealed Copper Standard, c'est la valeur maximale de conductivité électrique qu'offre le cuivre pur à température ambiante. Celle de l'aluminium pur est de 65% IACS, ça veut dire que sa conductivité électrique vaut 65% de celle du cuivre pur. Comme alliage notable de cette série, on a le 1199, la plus pure des nuances communes, qu'on appelle aussi aluminium raffiné. Grâce à son brillant remarquable, on l'utilise principalement comme réflecteur pour les miroirs, notamment ceux des télescopes, mais aussi pour la décoration et en électronique. Les nuances ultra pures sont notamment utilisées pour les mémoires informatiques. Le 1080A présente lui aussi un beau brillant, mais est moins cher que le 1199. Il est employé là où la tenue à la corrosion est primordiale, notamment dans l'industrie chimique et l'agroalimentaire. Il sert aussi en décoration. Les nuances 1050A, 1100 et 1200, encore moins coûteuses, servent dans le bâtiment
pour l'emballage et pour les ustensiles ménagers. Enfin, pour les applications électriques, on a les nuances 1370, 1340 et 1310, utilisées pour faire respectivement des câbles aériens nus ou des câbles gainés, des fils fins pour bobinage et des fils fins pour câbles simples. La série 2000 est un petit peu la première série aéronautique. Elle est à durcissement structural. La présence de cuivre permet notamment la formation de précipités de composition Al2Cu qui renforcent efficacement les alliages. J'en ai un peu parlé jusqu'à présent, mais on reviendra plus en détail sur le renforcement des métaux dans un autre épisode. De façon générale, ces alliages ont d'excellentes propriétés mécaniques après traitement thermique, une bonne tenue en température, mais ils ont une mauvaise tenue à la corrosion qui nécessite des traitements supplémentaires et ils sont plutôt difficiles à souder. Comme alliage notable, on a les incontournables nuances à haute résistance mécanique 2017A, 2014, 2024 et leur version améliorée 2114 et 2124 connues sous l'appellation duralumin, qui sont notamment utilisées dans l'aéronautique pour des pièces de train d'atterrissage, des ferrures d'ailes ou le fuselage. On les utilise aussi dans l'armement pour les galets et barbotins des chenilles de char ou les coques d'obus, pour les vélos et plus généralement en usage universel, c'est-à-dire pour diverses constructions mécaniques comme des poutrelles ou des tôles. Le 2017A, premier véritable duralumin, produit pour la première fois en 1909, a notamment servi à la fabrication des structures des zeppelins, ce qui fut sa première utilisation notable. La nuance 2618A, particulièrement résistante à chaud, est utilisée pour les disques et les obs des compresseurs et fut utilisée pour certaines pièces structurelles des Concorde. On peut aussi noter l'existence d'alliages aluminium-cuivre-lithium à haute performance comme le 2198, le 2050 ou encore le 2397 qui combinent haute résistance mécanique et densité abaissée par l'apport de lithium, d'où leur utilisation sans surprise pour l'aéronautique et le spatial. La série 3000, c'est la série des amateurs de boissons. C'est une version améliorée de la série 1000. Peu coûteux, on les utilise dès qu'on a besoin de propriétés mécaniques un peu supérieures, mais on reste loin des propriétés de la série 2000. Comme alliage notable, on a le 3003, qui remplace la série 1000 pour l'industrie chimique, les échangeurs thermiques, les échangeurs de climatiseurs ou les ustensiles ménagers. Le 3004, que vous côtoyez plus ou moins fréquemment selon votre mode de vie. C'est l'aluminium des canettes de soda, comme celle-ci, dont la marque est habilement masquée. On l'utilise aussi pour faire des boîtes de conserve. Le 3005, aux propriétés intermédiaires entre celles du 3003 et du 3004, est utilisé pour le boitage, le mobilier ou le calorifugage. Enfin, le 3105 est réservé à la fabrication des capsules de bouteilles. Au cas où, je tiens à préciser que je cite des exemples d'applications. Toutes les capsules de bouteilles du monde ne sont pas faites en aluminium, et toutes celles en aluminium ne sont pas systématiquement en 3105, mais c'est celui qu'on va retrouver le plus fréquemment. La série 4000 est la moins utilisée des alliages de corroyage, car le silicium est plutôt ajouté pour les alliages de fonderie. On peut tout de même noter l'existence du 4006 pour les ustensiles de cuisine émaillés, comme les poêles, et le 4043 qui sert comme métal d'apport pour le soudage MIG. A l'opposé, la série 5000 est massivement utilisée dans l'industrie car ces alliages cumulent des propriétés intéressantes. Leur résistance mécanique est relativement élevée et évolue avec le taux de magnésium. Ils se déforment et se soudent bien, ce qui facilite la mise en forme et l'assemblage des pièces. Ils tiennent très bien aux basses et aux hautes températures. Ils ont une très bonne tenue à la corrosion, même en milieu marin et même s'ils sont soudés, et ils peuvent avoir un beau brillant. Comme alliage notable, on a le 5005, le plus basique car le moins riche en magnésium. Avec des propriétés mécaniques similaires au 3000, on l'utilise dans l'architecture pour les bardages, pour le mobilier, la décoration, mais aussi pour certaines applications électriques. Les alliages 5050, 5052, 5454 et 5754 sont une gamme à résistance croissante qu'on utilise pour des applications techniques dans le bâtiment, pour les véhicules industriels, les conduites pour l'industrie chimique, les caravanes, le matériel ménager et les coques de bateaux de pêche ou de plaisance.
Encore plus performant, on a le 5086 et le 5083, utilisés pour les bateaux de service et de course, l'aménagement des littoraux, les citernes de camions et en cryogénie, notamment pour les cuves de méthanier. La nuance 5283 est une nuance spéciale réservée à la fabrication des bouteilles de gaz sous pression, comme celle utilisée pour la plongée sous-marine, et la nuance 5182 sert pour faire les couvercles des canettes. Il est choisi pour permettre leur ouverture facilement. La série 6000, elle aussi à durcissement structural, est une série intermédiaire dont les alliages offrent des propriétés mécaniques comprises entre celles de la série 2000 et de la série 5000. Leur point fort est leur aptitude au filage. Ce sont les meilleurs alliages métalliques, d'un point de vue technique et économique, pour obtenir des câbles et des profilés de géométrie complexes. Ils ont aussi une bonne tenue à la corrosion et aux basses températures, se soudent bien, mais ne tiennent pas au-delà de 150 degrés. Comme alliage notable, on a le 6060 qui peut être filé à très grande vitesse pour faire de la menuiserie métallique, c'est-à-dire des cadres de portes et de fenêtres, les barreaux et les grilles décoratives, les vérandas ou les pergolas. Les alliages 6106, 6005A, 6061 et 6082, grâce à leurs propriétés supérieures, servent en tant que profilés ou tôles pour les structures des véhicules routiers ou ferroviaires, les pylônes, les échelles, les panneaux de signalisation, certains ponts, les mâts de voilier ou les garde-corps de balcon. Et mention spéciale au 6101, aussi appelé Almelec, qui offre le meilleur compromis résistance mécanique, conductivité électrique pour les câbles aériens nus des lignes à haute tension, où il remplace le 1370. Et oui, en France, les câbles à haute tension suspendus ne sont pas en cuivre, mais en aluminium. On verra pourquoi plus tard. Il existe aussi une nuance spéciale, l'Almeco, qui remplace le cuivre pour les fils domestiques car il est plus simple à installer. Il se plie, se tire dans les conduits et se monte dans les appareils plus facilement. La série 7000 est une série à haute performance, souvent supérieure à la série 2000, et est un peu la seconde série aéronautique. Contenant toujours du magnésium en plus du zinc, les alliages de cette série se divisent en deux sous-groupes selon qu'ils contiennent ou non du cuivre. Parmi les alliages sans cuivre, le plus notable est le 7020, qui combine de bonnes propriétés mécaniques et une bonne soudabilité, mais qui résiste mal à la corrosion. Son emploi se limite à l'armement et au spatial. On l'utilise pour le blindage des chars légers et des engins de franchissement, ainsi que pour des réservoirs de gaz liquéfié de fusée. Les alliages avec cuivre représentent l'essentiel de cette série et font partie des alliages d'aluminium les plus prometteurs pour l'avenir, grâce à leur résistance mécanique qui vaut parfois le double de ce que proposent les autres séries. On notera tout de même une tenue en température limitée à 120 degrés, une mauvaise tenue à la corrosion et la nécessité de faire appel à des méthodes particulières et donc coûteuses pour le soudage. Si on ne devait retenir qu'un seul alliage pour cette série, ce serait le 7075, aussi appelé Cicral, qui a rapidement remplacé la série 2000 dans l'aéronautique. Voilure, dérive, fuselage, longeron, rigidificateur, on le retrouve partout sur les avions. Mais il a su s'imposer dans d'autres domaines, comme le sport pour faire des raquettes, des skis ou des javelots, et même chez Monsieur Tout-le-Monde pour les appareils photo, les manches d'outils ou les tondeuses. On le retrouve aussi dans l'armement. Un traitement thermique approprié permet de grandement améliorer sa tenue à la corrosion. Un autre alliage notable, le 7049A, qui est l'alliage d'aluminium courant avec la plus grande résistance mécanique, proche de certains aciers. On le retrouve principalement pour les véhicules militaires et les missiles, et pour certains articles de sport à haute performance bien entendu. Quelques autres alliages ont fait leur apparition plus récemment, proposant une fiabilité et une tenue à la corrosion supérieure aux deux précédents. Ce sont le 7475, le 7010 et le 7050 qu'on va retrouver sans surprise dans l'aéronautique ou l'armement. Enfin, pour la série 8000, on peut citer trois catégories. D'abord, les alliages aluminium-lithium, comme le 8090, qui combine de hautes performances mécaniques avec une masse volumique inférieure aux autres alus. On va le retrouver essentiellement en remplacement du 2024 dans l'aéronautique, où on l'utilise pour faire des cellules d'hélicoptères, les bords d'attaque des ailes d'avions civils ou certaines pièces de fuselage d'avions militaires, et dans l'aérospatial. Les alliages aluminium éteint, comme le 8280 et le 8081,
dont les excellentes propriétés anti-friction justifient leur emploi comme coussinets et bagues, notamment dans le secteur automobile. Sinon, l'essentiel sont des alliages aluminium-fer comme le 8006, le 8011A et le 8079 qui servent notamment à faire le fameux papier aluminium. Pour en parler, parce qu'ils sont un peu hors catégorie, il existe aussi des alliages aluminium-scandium qui ne sont employés que dans les domaines de pointe comme l'aérospatial, notamment chez nos amis russes pour certaines pièces de leurs avions de chasse comme le MiG-29, mais aussi chez Airbus qui a récemment développé les Scalmalloy qui peuvent aisément s'imprimer en 3D. Le scandium améliore les propriétés mécaniques de l'aluminium tout en réduisant sa densité, un peu comme le lithium, mais le gain de propriétés mécaniques est bien supérieur. En revanche, le coût important des alliages, dû à la rareté du scandium, limite leur application. On leur préférera les alliages de titane, plus denses mais bien plus résistants. On n'a pas fini. Maintenant qu'on a vu les alliages d'aluminium de corroyage, on va voir ceux de fonderie. Alors vous en faites pas, hein, ce sera plus rapide. Concernant leur dénomination, elle est similaire à celle des alliages de corroyage. On a un préfixe EN et un A pour aluminium, puis une lettre qui définit l'état du produit. Alors pour information, un alliage mère, c'est un alliage qui servira à en créer d'autres après l'ajout d'éléments d'addition. On a ensuite soit la composition de l'alliage, soit 5 chiffres, dont le premier indique là aussi la série, comme pour les corroyés, mais avec une petite différence. Le 8 est associé à l'ajout d'étain et 9 devient la série autre. A noter que les séries 1 et 6 ne s'appliquent pas au moulage, ou alors dans des cas beaucoup trop rares. Le second chiffre indique le groupe d'alliage, c'est-à-dire les autres éléments d'addition importants présents. Les 3 derniers chiffres servent à l'identifier. Là encore, on n'utilise souvent que les chiffres pour désigner l'alliage. A noter qu'en France, si on emploie fréquemment la norme présentée pour les alliages de corroyage, on utilise encore beaucoup l'ancienne norme française pour les alliages de fonderie, qui est assez simple. On met A pour aluminium, puis le symbole métallurgique de chaque élément d'addition, avec une valeur indiquant son pourcentage, s'il est suffisamment important. C'est juste une version modifiée de la désignation chimique. Pour en revenir à nos alliages de fonderie, la série 20000 se moule mal mais s'usine plutôt bien. Malgré leur mauvaise tenue à la corrosion, certains alliages se retrouvent dans l'industrie, notamment le 21000 qui possède d'excellentes propriétés mécaniques et qu'on retrouve un peu dans l'aéronautique et l'armement, mais aussi pour les moyeux et guidons de vélo. L'AU5NKZR et l'AU4NT, qui ont une bonne tenue à chaud, sont utilisés pour faire des pistons et des culasses de moteurs diesel. La série 30000 n'est quasiment pas utilisée. On peut noter l'existence de l'AM4 et de l'AM2N2 qui sont difficiles à mouler car peu fusibles, qu'on va retrouver pour les grilles et les chapeaux des brûleurs. La série 40000 est la série d'aluminium moulé la plus utilisée de l'industrie grâce à sa coulabilité exceptionnelle. La présence de silicium rend l'aluminium fondu très fluide et diminue sa température de fusion. Ils sont notamment très appréciés dans le secteur automobile. L'alliage à retenir ici, c'est le 44100 ou Alpax. C'est le plus ancien et le plus utilisé dans le milieu grâce à sa coulabilité exceptionnelle et à sa très bonne tenue à la corrosion. On le retrouve pour des pièces et carters d'appareils ménagers ou pour faire des raccords de tubes dans le bâtiment et pour les structures métalliques comme les serres ou les vélos. Sinon, on a le 41000 utilisé pour les pièces de quincaillerie dans le bâtiment, le 42100 et le 42200 qu'on retrouve pour faire des pièces dans l'automobile et en aéronautique. Le 43300, notamment utilisé pour les culasses des moteurs diesel. Le 45000, peu coûteux mais peu résistant mécaniquement et à la corrosion, qu'on utilise pour les collecteurs d'admission, les carters ou les tubulures. Le 46300, qui bénéficie d'une bonne tenue à chaud et qu'on utilise pour les culasses des moteurs essence. Le 46000, notamment utilisé pour les blocs moteurs, surtout en France, les carters automobiles, mais aussi pour les semelles de fer à repasser ou les machines à laver. Et en ajoutant beaucoup de silicium, on obtient les aluminiums hypersiliciés AS20U, AS22UNK et AS25UNG qu'on retrouve pour les pistons des gros moteurs diesel ou des moteurs de temps, car ils combinent une faible dilatation thermique avec de bonnes propriétés mécaniques et de frottement à chaud.
La série 50 000 s'usine facilement, a une excellente tenue à la corrosion, même marine, et a un bel aspect. Comme alliage notable, on a le 51100 qu'on retrouve pour l'industrie alimentaire ou pour des pièces en milieu marin demandant un aspect décoratif durable comme l'accastillage des bateaux. Il en existe deux variantes qui ont les mêmes applications, le 51300 qui offre une meilleure tenue mécanique et le 51200 qui est lui plus facile à mouler. La série 70 000 est peu utilisée. Ces alliages résistent bien à la corrosion, tiennent bien au choc, mais se moulent mal. Le principal est le 71 000 pour usage universel. Et pour la série 8000, on peut énoncer le AE6UN qui offre de bonnes propriétés de frottement grâce à la présence d'étain et qu'on va retrouver comme son homologue 8081 pour faire des coussinets et des bagues. Voici le récapitulatif du classement des alliages d'aluminium et les différents alliages présentés dans cet épisode. C'est donc tout pour ce premier épisode sur les aluminiums, dont les applications, on l'a vu, vont du simple papier alu au fuselage des avions de chasse. Si l'industrie développe de nouveaux alliages toujours plus performants, d'autres innovations sont à considérer, comme l'emploi massif d'aluminium dans le secteur automobile, afin de réduire le poids des véhicules et par extension leur rejet de CO2. Mais ça, on aura sûrement l'occasion d'en reparler à l'avenir. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine.